Alors, nous allons terminer cette table ronde avec Madame Karine Camby. Et je tenais, Madame, à vous dire combien vous nous faites plaisir en étant là ce matin. Madame Karine Camby a créé l'agence de la biomédecine, l'a portée pendant 3 ans. Et je dois exprimer ici l'admiration, Madame, que tous les scientifiques, tous les médecins qui ont travaillé avec vous portent. Alors, depuis très peu de jours, vous ne dirigez plus cette instance, mais je dois dire que votre passage aura laissé des traces et que j'ai cru comprendre que tout le monde vous regretterait. Alors, quand vous nous avez dit que vous mainteniez votre présence ce matin, ça a été un cadeau pour nous. Je voulais vous en remercier et je vous donne la parole parce que vous êtes plusieurs fois intervenu sur ce problème de l'anonymat de l'enfant né d'une procréation médicalement assistée. Donc, à vous de jouer. Merci beaucoup de m'accueillir ce matin. C'est vrai que, compte tenu du caractère relativement récent de ma nouvelle situation en recherche d'emploi, je lance un appel au peuple. J'ai tenu à venir quand même ce matin parce que vous savez bien à quel point ce sujet me tient à cœur. Alors, vous m'avez demandé d'intervenir sur l'anonymat et la loi de bioéthique, et j'avais préparé quelques diapos, si c'est possible. Sinon, je m'en passerai, mais si on peut les projeter, ce serait parfait. Alors, ce que je voulais vous dire, c'était en travaillant sur cette présentation, je suis revenue un petit peu sur ce qu'il y avait dans les travaux préparatoires de la loi de bioéthique en 1994. Et c'est intéressant parce que finalement, on se rend compte que dans cette loi de 94, on a pris acte en fait d'un certain nombre de pratiques qui avaient été développées par les professionnels à l'issue d'une réflexion que le professeur Georges David, ici présent, pourrait évidemment développer beaucoup mieux que moi, puisque c'est principalement dans les sécos que s'était développée cette réflexion autour de la place qu'il fallait accorder aux donneurs, finalement, dans cette famille, ce triangle dont parlait Bernard Gols tout à l'heure. C'est pas le mot exactement qu'il a employé, mais cette triade, voilà. Et finalement, les sécos avaient abouti à l'idée que ce donneur, pour préserver sans doute à la fois sa paix à lui dans l'avenir et également celle des parents qui étaient à l'origine de l'intention d'enfant, et on parle souvent des parents d'intention dans ce domaine, eh bien ce donneur devait rester anonyme. On verra que ça n'est pas le choix qu'ont fait tous les pays. D'autres pays ont choisi un système différent. En tout cas, en France, on s'est fondé sur ce que les travaux préparatoires ont appelé la tradition juridique française et la pratique, et ont repris donc ce principe d'anonymat dans la loi de 94. Ce principe d'anonymat, vous le savez sans doute, il a 2 corollaires dans la loi de bioéthique. Le principe de non-patrimonialité, qui est très important aussi, et à mon avis, j'y reviendrai tout à l'heure, ces 2 éléments sont liés. Pour que le principe de non-patrimonialité puisse trouver sa pleine application, l'anonymat doit intervenir. Il contribue en tout cas à sa bonne application. Et puis, bien sûr, derrière le principe de non-patrimonialité, le principe de non-commercialisation du corps humain, qui finalement a été repris là aussi d'autres types de dons d'éléments du corps humain, dont du sang, qui est gratuit également, don d'organes, don de tissus, don de gamètes. En réalité, on se trouve dans la loi de bioéthique devant la volonté du législateur de mettre dans le domaine du don d'éléments du corps humain en place un certain nombre de principes communs à tous les dons d'éléments du corps humain, et ces principes donc sont déclinés dans la loi de bioéthique par une sorte de triptyque qui est l'anonymat, la gratuité et le consentement. On voit bien que quand on parle notamment du consentement et qu'on met ces 3 principes côte à côte, on se trouve dans un régime juridique qui cherche quand même beaucoup à protéger le donneur. Et ça revient un petit peu à ce que disait Madame Feuillet tout à l'heure. On est dans un système qui se place moins du côté de l'enfant, en l'espèce, que du côté des parents, mais aussi du donneur, et qui cherche à avoir un ensemble de principes applicables à tous les dons. Donc, on a du coup ce principe d'anonymat
qui n'est pas spécialement décliné dans la loi de bioéthique suivant le type de don. Il s'applique et il est rédigé d'ailleurs de la même façon, qu'il s'agisse du don d'organes, du don de sang ou du don de sperme ou d'ovocytes. Donc je crois que ça c'est un point intéressant parce que cette volonté, je dirais un petit peu globalisante du législateur, je crois qu'elle demeure et que elle explique sûrement un certain nombre de réticences qui peuvent exister aujourd'hui à, je dirais, mettre un pied dans la porte de ce régime des dons d'éléments du corps humain ou de produits du corps humain pour aller vers des applications différenciées suivant le type d'éléments en cause. On aurait des dons, un régime juridique un petit peu différent, suivant qu'il s'agit d'organes ou de gamètes, par exemple. Alors c'est un principe, cet anonymat qui avait déjà été posé, je crois que cela a été rappelé tout à l'heure, dès 1989 par le Comité consultatif national d'éthique, qui avait dit que l'anonymat du donneur devait être totalement garanti à l'égard du couple receveur, de l'enfant procréé et des tiers, donc une vocation extrêmement large. Alors si on peut passer, je ne sais pas trop où on en est, voilà, donc on garde cette diapo, merci. Donc vous savez que dans la loi de 94, donc on a posé ce principe, ces différents principes, et l'article 16 du Code civil, je l'ai rappelé ici parce que c'est vraiment le fondement de ce régime d'utilisation des éléments du corps humain à des fins thérapeutiques, bien sûr, dit que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Alors ça me paraît mériter quand même un petit commentaire parce que vous savez que dans les pays qui ont adopté un régime juridique différent, on a beaucoup plus mis en avant le principe d'autonomie de la personne. Et en France, on a accepté, après une réflexion mûrie, assez longue, de finalement donner plutôt de l'importance au principe du respect de la dignité de la personne humaine, quitte à limiter ce principe d'autonomie. Et je pense que dans la règle de l'anonymat, il y a une limitation du principe d'autonomie de la personne au motif, un motif qu'on pourrait qualifier d'ordre public, d'assurer le respect de la dignité de l'être humain ou de la personne et de garantir, et c'est l'objet du droit, une certaine organisation sociale, un certain consensus social. Aujourd'hui, lorsque un certain nombre, notamment de jeunes issus de l'assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur s'expriment, et je dois signaler que c'est un fait nouveau, jusqu'à présent ils n'avaient pas l'âge de s'exprimer, et donc on se trouve aujourd'hui confronté à une situation un petit peu interpellante pour tous ceux qui ont défendu ce régime de l'anonymat, du consentement et de la gratuité, puisqu'il est mis en cause par les personnes mêmes qui en ont été finalement, elles s'en considèrent un petit peu comme les victimes, hein, en tout cas. Et ce mot de victime, Dieu sait s'il a de l'importance dans notre société actuelle et si on accorde tout de suite aux victimes une compassion globale qui parfois, d'ailleurs, se traduit par des mesures qui font qu'on n'a pas forcément réfléchi à toutes les conséquences. Donc, je pense que le débat d'aujourd'hui est particulièrement important. Eh bien, ce principe d'anonymat donc est remis en cause aujourd'hui par un certain nombre de ces jeunes adultes qui ont acquis l'âge de la majorité et qui souhaitent effectivement avoir accès à la connaissance de leur père ou de leur mère, mais c'est plus souvent le père biologique, et qui le font au nom de ce principe d'autonomie de la personne comme une revendication légitime, un droit qu'on devrait leur reconnaître et qu'en tout cas on ne saurait leur interdire. Donc, je voulais rappeler simplement qu'en 1994, ce principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine avait été consacré par le Conseil constitutionnel et qu'il a donc une valeur constitutionnelle, alors que les autres principes qui sont déclinés dans la suite de l'article 16 du Code civil ont, eux, une valeur législative et que donc dans le débat qui
qui a été un petit peu initié par la proposition de loi déposée il y a maintenant 2 ans par Madame Pécresse, avec la constitution de ce double guichet qui a été évoqué tout à l'heure, eh bien la loi, oui, peut revenir bien sûr sur le principe de l'anonymat, puisqu'il n'a pas, lui, une valeur constitutionnelle, il n'a qu'une valeur législative. On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc cet anonymat du don, depuis 1994, comme je le disais tout à l'heure, c'est un principe d'ordre public et il est inscrit donc dans l'article 16-8 du Code civil. Je l'ai indiqué sur cette diapo. Il faut bien voir que dans ces conditions, la loi impose l'anonymat. Elle ne laisse pas le choix. L'anonymat, comme je le disais, s'applique à tous, mais quand on revient à cette notion globale d'éléments du corps humain, il faut bien voir qu'il y a quand même des exceptions. Une exception notable qu'il faut souligner, c'est dans le domaine du don d'organes avec un donneur vivant. Vous savez que il est possible, dans le cadre du cercle familial un petit peu élargi depuis la loi de 2004, de donner un de ses reins ou un lobe de foie ou même un lobe pulmonaire à un proche de sa famille. Et donc, bien sûr, dans ces conditions-là, il n'y a plus d'anonymat. Il y a au contraire, je dirais, ou plutôt en contrepartie, un dispositif d'autorisation très strict qui a été mis en place, qui vise également à assurer la protection du donneur et à faire en sorte que, compte tenu de la levée de l'anonymat, il ne subisse pas des pressions psychologiques particulières, notamment au sein de sa famille, surtout lorsqu'il est le seul donneur compatible sur le plan immunologique, pour l'amener à faire don d'un de ses organes ou d'une partie d'un organe, alors même qu'il ne serait pas consentant et qu'il n'aurait pas, par exemple, réfléchi à toutes les implications dans sa vie quotidienne, professionnelle, familiale de ce don. Donc on voit bien que cet anonymat a aussi pour principale conséquence de protéger le donneur et je crois que c'est un point qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, quelles sont les justifications? On va passer, voilà, merci à la diapo justification du principe d'anonymat du don. Eh bien, je crois on le cite souvent, mais c'est important. Il y a bien entendu une notion de solidarité qui existe dans le don d'organes. Il est souvent présenté comme ça, dans le don de sang également. Et quand on veut valoriser le don de gamètes, bien sûr, on met aussi en avant la solidarité. Donc c'est une façon de positiver ce don qui peut quand même être parfois lourd pour le donneur. Le don d'ovocytes et le don de sperme, de ce point de vue-là, ne peuvent évidemment pas être placés sur le même plan. Il est clair que le don d'ovocytes pour la femme est une opération plus lourde et qui peut avoir plus de conséquences sur sa santé à long terme et peut-être même parfois à court terme. Donc on a voulu mettre en avant ce côté très positif de la solidarité dans le don. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise ce terme de don. Je pense que il faut quand même raison garder, je dirais, et ne pas être totalement dupe du discours qui est employé, même si c'est un très beau geste. Et souvent, les donneurs ont cet altruisme très profondément ancré en eux, et justement, l'anonymat leur permet d'exercer ce don altruiste. Donc là aussi, il y a une connexion très forte entre la notion de don et la notion d'anonymat. Quand on n'est plus anonyme, est-ce qu'on reste altruiste? Si je donne, par exemple, si je prête mon utérus à ma fille, si je donne mon ovocyte à ma sœur, si je donne un rein à mon fils, suis-je toujours totalement altruiste? Est-ce que je le fais en dehors de toute pression, de toute éventuellement subordination au sein du cadre familial, dans des relations qui ne sont pas toujours fondées sur la simplicité, la reconnaissance de l'autonomie de chacun, etc. Donc je pense que cette notion de solidarité est importante.
Le deuxième point, bien sûr, c'est cette vision, je dirais, de préserver l'équilibre familial, mais Madame Feuillet en a longuement parlé et je ne reviendrai pas sur cet aspect-là. D'ailleurs, Bernard Gols l'avait évoqué aussi de son point de vue. Et puis, il y a bien sûr une vision utilitariste qui est d'assurer une alimentation suffisante et de lutter contre la pénurie. Donc, il est évident que ce soit pour le don d'organes ou pour le don de gamètes, qu'on est dans des situations de pénurie et que cet anonymat a aussi pour objet d'essayer de préserver un certain flux de dons et on l'a vu dans un certain nombre de pays qui ont renoncé à l'anonymat, la Grande-Bretagne récemment, mais pour l'avenir, puisque les enfants ne pourront avoir connaissance de leurs origines éventuellement que à l'âge de leur majorité, mais enfin depuis 2 ans le donneur n'est plus n'a plus la garantie de demeurer anonyme. On l'a vu dans certains pays d'Europe du Nord également, et immédiatement donc cette levée de l'anonymat s'est traduite par un fléchissement extrêmement fort et brutal des dons de gamètes. Les donneurs, comme cela a été dit tout à l'heure de façon extrêmement claire et je pense juste, ne souhaitant pas être père, mais souhaitant aider un couple infertile, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, la loi, je vous le rappelle, oblige en France le donneur de gamètes à avoir lui-même déjà des enfants. Donc justement pour éviter cette espèce de projection de paternité à travers un autre couple qui existerait d'autant plus que le donneur serait en mesure un jour de connaître cet enfant, de le rencontrer et de connaître les parents d'intention. Et puis, bien sûr, le dernier aspect qui est extrêmement important, c'est celui de la protection contre les trafics. Et on le voit très bien dans un certain nombre de pays anglo-saxons qui n'ont pas fondé leurs règles juridiques sur les mêmes aspects, sur les mêmes principes. Dans ces pays, vous trouvez évidemment sur Internet des donneurs de tout, je dirais, de plus en plus, de ventres, de gamètes, d'organes, qui vendent ce don, qui le commercialisent et qui le commercialisent d'autant mieux qu'ils répondent à un certain nombre de critères jugés avantageux pour l'enfant à venir. Plus la jeune femme est diplômée, blonde, grande et a un physique avantageux, plus évidemment son ovocyte a de la valeur. Voilà. Donc évidemment, on est dans là je crois, dans une difficulté qui, à mon sens, en tout cas, est majeure et qui, me semble-t-il, est le risque le plus important qui est pris en cas de levée de l'anonymat. La littérature, le cinéma ont abondamment traité ces questions en poussant un peu les fantasmes jusqu'au bout, mais ce sont de bonnes illustrations du risque qui est pris lorsque on favorise d'une façon ou d'une autre une exploitation mercantile du corps humain. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, le problème de l'anonymat, me semble-t-il, dans notre cas traité aujourd'hui, c'est que cet anonymat n'est pas, en fait, absolument absolu, enfin n'est pas absolu. C'est-à-dire qu'en réalité, l'enfant né par AMP avec IAD sait parfaitement que l'identité de son père existe quelque part, qu'elle est conservée dans un centre, que le médecin peut y avoir éventuellement accès dans certains cas, mais qu'à lui, enfant, qui considère-t-il aurait le plus le droit finalement d'avoir accès à ces informations, eh bien ce droit lui est refusé. Donc je pense que de cette difficulté, de ce déséquilibre naît forcément une demande, un sentiment d'injustice, d'inéquité qui peut être très violemment ressenti, l'enfant considérant, et on peut le comprendre, que c'est à lui au premier chef que ces informations devraient être remises et si elles doivent être remises à quelqu'un.
Donc, je pense que ça, c'est un point sur lequel, autour de cette question de l'anonymat, il faut réfléchir, et peut-être que la pratique actuelle pourrait éventuellement évoluer. Et puis, on sait bien qu'un certain nombre de médecins confrontés à ces enfants racontent la difficulté de leur refuser l'accès à des données qu'ils détiennent finalement, et il est très difficile, j'imagine, de leur en refuser l'accès. Enfin, c'est effectivement très, très difficile, même si juridiquement, bien sûr, le médecin est couvert par la loi de bioéthique. Sur l'affiliation, je ne vais pas y revenir puisque c'est un point qui a été traité beaucoup mieux que je ne saurais le faire. On a longuement abordé cette question, et je voudrais simplement dire que en ce qui concerne le Comité consultatif national d'éthique, il y a eu récemment une prise de conscience de ces difficultés, avec quand même une réaffirmation du principe de l'anonymat, puisque vous y avez fait également allusion tout à l'heure. En 2005, il a rendu un avis rappelant les parents à l'importance de révéler le mode de conception sans aller jusqu'à la levée de l'anonymat du donneur. Alors, est-ce que c'est bien possible ? On comprend peut-être, enfin moi je peux comprendre certains parents, ou la difficulté en tout cas qu'ils éprouvent à révéler le mode de conception, sachant qu'inévitablement derrière cette question de l'identité du père biologique viendra. Elle est évidente. Si vous tirez le fil, bien sûr, l'enfant va poser cette question. Donc, je comprends bien les termes du débat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas révéler à l'enfant qu'il est né d'un tiers donneur, mais je comprends quand même toute la difficulté de ses parents, parce que inévitablement ils vont être confrontés à cette question, et donc on voit bien toutes les difficultés qui tournent autour de cette question de l'anonymat. Alors, les deux diapositives suivantes sont là pour vous dire que, bien sûr, beaucoup d'autres pays n'ont pas réglé la question de la même façon que nous. Déjà, au niveau européen, il y a eu un certain nombre de discussions, que ce soit à la CEDH ou au Conseil de l'Europe, avec des prises de position qui sont assez différentes. On a parlé je crois que c'est pas l'article 8, c'est l'article 7. Non, c'est l'article 8, mais il y a aussi l'article 7 qui a été évoqué tout à l'heure sur la possibilité de connaître ses parents, qui est très important. C'est pas, ce sont des règles juridiques qui s'additionnent un petit peu, qui interviennent dans le paysage juridique européen et international, mais qui ne s'articulent pas bien aujourd'hui les unes avec les autres, et la législation française reste quand même très nationale, et on est là dans quelque chose, je pense, de très culturel, que chaque pays tranche à sa façon, et on va le voir dans la dernière diapositive, puisque j'ai essayé sur un certain nombre de pays de regrouper des informations sur la réglementation existante, et vous voyez que tous les pays finalement hésitent. Certains ont d'ores et déjà modifié leur réglementation, d'autres font, comme la Suisse, du droit d'accès à ses origines un droit constitutionnel. Donc on est d'un pays à l'autre dans des situations qui sont vraiment totalement différentes, et qui essaie, chaque pays essayant de trouver un équilibre qui lui est propre, mais que chacun sait pour être extrêmement fragile. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin pour essayer d'éclairer un petit peu la discussion. Je suis consciente d'apporter plus de questions que de réponses.